J'ai passé 1 heure à faire ce tuto que j'ai pas enregistré. J'ai besoin d'un café là. Donc aujourd'hui, on va se poser 2 minutes et avant de se lancer dans n'importe quoi dans l'étalonnage, on va voir la base le plus important. Comment on adapte les espaces colorimétriques, les gammas, les gammutes, pour que ce que tu as en tête, ce que tu as travaillé avec ta caméra sur ton film, ça sorte sur les écrans avec les contrastes et les couleurs que tu veux. La première chose à savoir, c'est que si on va faire de l'étalonnage sur un projet, on va tourner avec un format vidéo cohérent avec de l'étalonnage. Peut-être on va filmer en RAW, peut-être on va filmer dans un format vidéo avec un profil log et avec des options d'enregistrement suffisants, au moins du 4.2.2 10 bits. Si tu as tourné en 4.2.0 8 bits, c'est, là tu vois, j'ai 4095 niveaux, mais parce que je suis en 12 bits. Apple ProRes 444. Je te dis, 8 bits, c'est 256 niveaux, c'est là. J'ai 256 niveaux sur mon truc en Alexa, là, c'est même pas le niveau le plus bas de mon signal. C'est ouf, hein, quand tu compares, c'est impressionnant. Mais bon, cela dit, c'est possible de faire des petits réglages, des petits ajustements en étalonnage sur un signal en 8 bits, mais s'il a été tassé par le log, en fait, on n'a pas assez de niveau pour déployer le signal et pour en faire quelque chose de malléable. Donc c'est quoi le log ? Le log, je te montre ici sur mon écran, ça c'est un fichier Apple ProRes de Alexa qui nous tasse le signal à la prise de vue dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Le but, c'est de capturer le maximum de dynamique de notre scène. De ne pas avoir des blancs qui dépassent du niveau maximal, ni des noirs qui iraient en dessous du niveau minimum. Parce que ce seraient des informations qui sont perdues. Le truc avec le log, c'est que c'est pas juste des rapports de contraste. C'est que ta caméra, elle a enregistré tout ça d'informations, de couleurs, de gris, alors que ton écran, il peut afficher que ça. À moins que ce soit un écran HDR, mais quand même, ça sera pas aussi important que ce que ta caméra a capté en log. Sache-le. Chaque constructeur a son log. Arri a le log C, Panasonic le V-log, Sony le S-log, Fuji le F-log, bref. Chacun y va de sa petite touche et aucune caméra ne voit exactement la même chose. Donc, on va voir comment j'adapte ce que la caméra a vu à ce que mon moniteur peut afficher. C'est déjà la chose la plus importante à faire. Première chose, je vais dans Project Settings. Et donc, je vérifie donc si je suis dans la bonne résolution de timeline. UHD, ça correspond. 25, ça correspond à ce que j'ai tourné. Si t'es pas sûr de ce que tu as tourné, tu peux aller dans Media Pool. C'est là, bam, Media Pool. Et là, dans mon plan, j'ai ce qu'on appelle des métadonnées. Là, il me dit, j'ai quoi comme format ? Apple ProRes 444, 25 images, UHD. Je peux même savoir avec quelle caméra j'ai tourné, Alexa Mini, quel réglage j'ai fait, j'ai même l'optique, Allura, donc dans Tech Details, là il me dit c'est du log-C. Ok. Je reviens sur Color pour l'étalonnage, File, Project Settings, et je vais dans Color Management. Donc je vais rester sur DaVinci YRGB, genre je parle anglais. Dans Timeline Color Space, je définis qu'est-ce que j'ai en fait en entrée. C'est pas tout à fait l'input, mais comme c'est la timeline, faut que ça soit cohérent avec ce que j'ai de ma caméra en fait. Donc je vais sélectionner le log de Harry log C3. Donc Timeline Color Space, d'où est-ce que je viens ? Output Color Space, où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais, c'est en même temps, comment est-ce que là je suis en train de visualiser mon image ? Le Rec 709, c'est l'espace colorimétrique le plus petit
qu'on ait aujourd'hui, mais qui est le plus couramment utilisé. C'est-à-dire que n'importe quel support peut afficher du Rec 709. C'est pour ça que c'est pratique. Où je vais, je pourrais très bien dire non, attends, s'il te plaît, moi je fais un projet de film pour Netflix, je fais en 4K HDR. HDR, à ce moment-là, on serait sur du Rec 2100 HLG, par exemple. Tout ça, Rec 2020, Rec 2100, c'est des formats HDR. Comme le Dolby Vision qui est là, HDR10, bon bref. Mais pour ça, il faut que tu aies un écran qui te permette d'afficher du HDR. Entre le Rec 709 et le HDR, on a quelque chose de plus intermédiaire qui est le P3, espace colorimétrique P3 DCI, c'est pour le cinéma. Le P3, je crois que c'est aussi l'espace colorimétrique des iPhones, c'est l'espace colorimétrique de Netflix, quand en tout cas c'est pas du HDR, c'est du P3. Mais nous on va se contenter du Rec 709A, A pour Apple, et si t'es sur PC, vraisemblablement Gamma 2.4. Ouais. Pour adapter ce que ma caméra voit à ce que mon moniteur voit, donc on va commencer par une lutte. La solution la plus prosaïque, tout en somme toute, ça serait de faire lutte, Harry Loxé vers Rec 709. Bam! Et là, j'ai quelque chose qui est cohérent pour mon moniteur par rapport aux informations que j'ai de ma caméra, tu vois. Donc après, éventuellement, là, on a quelque chose d'un peu sombre, ça peut se retravailler. Là, tu vois que mes noirs sont collés, j'arrive quand même presque clippé, mais il suffit que je bombe un peu la courbe, j'ai quelque chose de déjà plus exploitable. Donc là, c'est dans la partie modif. On pourrait refroidir un peu l'image, mettre un peu de magenta, mais on a quelque chose de déjà plus sympathique. Mais bon. Le sujet ici, c'est pas tellement les modifs, c'est vraiment comment je modifie ce que la caméra voit et où est-ce que je vais. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va faire que tout est cohérent quand tu visualises ton film sur un support, tu vois. Pour ça, il faut au moins que déjà tu sois cohérent avec ton support, ton écran de travail. Moi, je vise le Rec 709, j'ai un écran qui m'affiche du Rec 709. Si tu veux faire du P3, il faut que ton écran t'affiche du P3. Il faut que là où tu vas mettre ta vidéo, que ça puisse afficher du P3. Si YouTube gère pas le P3, ça sert à rien si tu veux faire du YouTube. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est une première solution. Cette solution, elle fonctionne, mais elle est pas ouf si j'ai d'autres plans qui viennent d'autres caméras. Tu vois, là, par exemple, j'ai un plan en Blackmagic, un plan en Sony. Alors oui, j'ai déjà travaillé dessus, je fais reset. Tu vois, là, c'est le log de chez Sony. Le problème, c'est que Sony ne voit pas la même chose que Harry. Donc ça n'a aucun intérêt d'avoir une timeline en log C. Donc on va voir comment on fait. On va utiliser le donc Color Management, DaVinci YRGB Color Managed. Boom. Donc, c'est toujours le même principe. D'où est-ce que je viens, Color Processing Mode, vers où est-ce que je vais, SDR Rec 709. On va pas lui dire Automatic Color Management parce que j'ai pas envie qu'il me fasse du processing en SDR, c'est-à-dire de se contenter du Rec 709 pour travailler toutes les couleurs, parce que moi j'ai tout ça, j'ai pas que ça. Donc je lui dis non, gars, moi je veux travailler avec l'espace colorimétrique le plus large et qui est commun à toutes ces caméras. Il y a deux espaces colorimétriques qui sont communs à toutes les caméras. C'est le HDR DaVinci Wide Gamut intermédiaire. Et on va voir c'est quoi le deuxième dans un second. Mais bon, donc là je lui dis DaVinci Wide Gamut intermédiaire, Rec 709A. Et là, tu vas voir, je te montre l'image, log, je vais faire save, boom, et il va faire la conversion tout seul. Oui, non, pas du tout. Il m'a lâché, il m'a dit non, débrouille-toi. Bon, on va voir. Ah, c'est parce que j'ai mis bypass color management. C'est parce que j'ai déjà fait la manip. Voilà.
Donc là, en fait, automatiquement, il a repéré que c'était la caméra Arri, Log-C, et il a lui-même mis une lutte, en fait. Regarde, tu vois, je fais clic droit, et je vais dans plop, 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 Input Color Space. Il a dit, ah mais oui, je reconnais, c'est Arri Log-C 3, bon bah vas-y, fais-toi plaisir. Donc non seulement le Color Managed, en sélectionnant le DaVinci White Gamut, me permet de travailler avec un espace colorimétrique extrêmement large, qui va être commun à toutes mes caméras, mais en plus, il détecte quel log il a en face de lui, et donc il lui applique la lutte. Donc là j'ai ça, si je vais sur ma caméra Sony, je vérifie ce qu'il m'a mis, Input Color Space, il m'a bien mis du S-Gamut 3, S-Log 3. Si je fais bypass, regarde ce qu'on avait avant, voilà. On est passé de ça, trop d'informations couleur gris et compagnie pour mon moniteur, il adapte le signal, boum. Et à partir de ça, je peux travailler. C'est intéressant, non? Je t'ai dit, il y a 2 espaces colorimétriques qui nous intéressent, donc le HDR DaVinci White Gamut intermédiaire, qui va être commun à toutes les caméras. Il y en a un autre. Et cet autre, donc c'est historiquement le plus connu, parce que là, on parle du DaVinci White Gamut qui est très récent, c'est le blablabla A6. A6 CC et CCT. C'est la même chose, sauf que CCT, il y a une petite pied de courbe qui nous permet d'avoir un dégradé de gris. Bon allez, pourquoi pas, on va dire A6 CCT. Mais c'est la même chose, c'est du color management. Et ça reste le même principe. De quoi on part et où est-ce qu'on veut aller. Moi, je lui dis Rec 709A. Bon, le problème, c'est que A6 ne sait pas ce qu'est le Rec 709A. Mac, plaît-il? Bon, c'est pas grave. Donc, je peux rester en input transform log C3, parce qu'en fait, il va détecter aussi les autres caméras. Process node lut, c'est en fait ma timeline. Avec quel espace colorimétrique je veux travailler, est-ce que je veux du AP0 ou AP1. Et donc là, automatiquement, pareil, il a détecté ma caméra. Si je vais dans Input Transform, il m'a détecté Sony S-Log3 Gamut 3 Ciné. C'est pratique. Et donc ça nous permet en fait d'avoir sur tous ces plans un espace colorimétrique commun sur lequel travailler. C'est très important. Ouais, le problème, c'est que comme on a déjà une conversion Rec 709, on peut pas forcément utiliser les luttes qu'on aime bien, des film looks. Enfin, je vise du Rec 709, donc j'ai envie de lui mettre une Kodak, par exemple, ou une Fuji, qu'on aime bien, 23-83. Sauf que si je lui applique là, bah ça me fait 2 conversions. La conversion Rec 709 du Color Managed, et la conversion Rec 709 de la lutte. Donc si je veux utiliser la lutte, que j'aime bien, j'ai 2 solutions. Soit j'utilise une lutte qui ne fait pas de conversion Rec 709, mais qui va se contenter d'adapter les différents réglages, sans adapter l'espace colorimétrique. Ou alors, tu vas faire ça. Tu vas faire clic droit, bypass. C'est pour ça que c'était en bypass. J'avais déjà fait la manip. Voilà. Donc là, on n'a pas fait de conversion Rec 709. On va la faire ici. Film looks. Donc en fait, on revient à notre log de Alexa, et je lui mets une 2383 dans la tronche, et on a ça. C'est pas la meilleure manière. Je vais te montrer pourquoi. Donc là, je vais revenir à DaVinci YLGB, faire tout en manuel. Donc ma timeline, non, je veux pas du Rec 709, t'es dingo toi? Je veux pas travailler avec ça, je veux travailler avec tout ça. Donc je vais lui dire... Donc je reste dans l'idée que je suis pas que en caméra Alexa, mais que j'ai d'autres caméras comme la caméra Sony. Donc je prends l'espace commun le plus balèze, qui est le DaVinci White Gamut Intermediate. Ok. Et donc Output Color Space, je lui dis Rec 709, j'affiche du Rec 709 là tout de suite sur ce moniteur. Save.
Et on va faire ça bien. Je te dis ce qu'on va faire. On va faire une première Color Space Transform. Tu sais peut-être pas encore ce que c'est, mais j'annonce la couleur. Voilà. D'entrée. Là, on va avoir... Je vais l'appeler en toute modestie modif. Et là, je vais l'appeler CST de sortie. Color Space Transform de sortie. Pourquoi ? Parce que là, notre timeline, elle est en DaVinci White Gamut. Mais notre plan, c'est du Alexa. Donc je vais lui dire, adapte-moi ce que voit la caméra Arri Alexa à ce que voit ma timeline en DaVinci White Gamut. Donc pour ça, Input Color Space, DaVinci Arri White Gamut 3, Input Log C3, Output Color Space, vers où je vais. Donc, où je vais, c'est ma timeline, c'est DaVinci White Gamut, et c'est DaVinci Intermediate, où es-tu ? Voilà. Ça, c'est ma Color Space Transform d'entrée, hyper important. Là, je te fais les opérations en manuel de ce que nous faisait le Color Managed. Et CST de sortie, donc je lui mets Color Space... Alors, Color Space Transform, tu vas dans Effect, Library, et dans Resolve FX Color, Color Space Transform, ok ? Là, on a fait la conversion de Arri vers DaVinci White Gamut, je suis toujours en White Gamut, donc je sélectionne DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, vers ce qu'on veut, du Rec 709, Rec 709 et Rec 709A en courbe de réponse. Donc si tu es en PC, sur PC, tu vas sélectionner un gamma 2.4. Moi je suis sur Mac, Apple Rec 709A. Il y a des choses qu'on peut faire avant, après, mais la plupart des modifs, ça va se faire entre ces deux nœuds. Hein. Tout ce qui est modif de... Voilà, de courbe, de teinte. Voilà, si je veux quelque chose d'un peu plus... Des teintes de peau plus naturelles. Ah, on a quelque chose de pas mal. Maintenant, je reviens à mes histoires de film looks. C'est là où ça va être intéressant. On va rajouter un nœud. Bam, je vais l'appeler film look. Je sais pas c'est quoi ces accents là. C'est la fatigue. Donc film look, le problème c'est que si je fais comme tout à l'heure et que je lui demande un film look 2383, j'ai une première conversion Rec 709 ici avec ma Color Space Transform et une conversion avec mon film look. Donc en fait je vais sélectionner un autre gamma à ma Color Space Transform de sortie. Je vais lui dire, ne me mets pas du Rec 709A en output gamma, mais moi du Cinéon Film Log. Et le truc, c'est que quand je vais lui dire Film Look machin, boum, là on a une vraie look cinéma, quoi, de la 2383. Et ça, c'est important d'utiliser l'output gamma Cinéon Film Log. C'est pas l'étalonnage que j'ai fait pour ce projet, mais ça aurait pu marcher, franchement, ça... c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est important de placer correctement ces nœuds, c'est-à-dire de les enchaîner correctement? Bah, c'est que là, t'as vu, j'ai un truc en entrée, un truc en sortie. Voilà. C'est pas pareil si tu fais les modifs ici que si tu fais les modifs ici. Je te fais un copier-coller, je désactive, pomme D, je te colle ça là. Ouais, ça n'a rien à voir. Tu vois que là, c'est beaucoup plus éclatant, les noirs sont collés. Là, ça m'a relevé le niveau ici, machin. Donc, à la limite, ça peut être intéressant de faire des modifs. Je réactive. Ça, je le fais reset. Ça peut être intéressant de faire des modifs après si on n'est pas satisfait complètement du film look. Par exemple, là, le film look, il a tendance à me faire des teintes cyan.
Cyan parce que le niveau de rouge c'est la complémentaire du cyan, magenta c'est la complémentaire du vert, jaune c'est la complémentaire du bleu. Ça c'est important à savoir en fait, je te l'ai même pas dit mais c'est hyper important. C'est que si tu baisses le niveau de rouge en dessous du vert et du bleu, ça va te faire du cyan. Si tu le montes au-dessus, bah, ça va te faire du rouge. Si tu descends le niveau de vert, ça va te faire du magenta. Si tu montes le niveau de vert, ça va te faire du vert. Si tu montes le niveau de bleu, ça va te faire du bleu. Si tu descends le niveau de bleu, ça va te faire du jaune. Voilà. Donc là, par exemple, je prends ma courbe rouge. Non, pas ici, ici. Après mon film look, tu vas voir que je modifie le pied de la courbe. Et là, ma teinte, ma dominante cyan, elle disparaît complètement. Et donc, si tu veux faire des petits ajustements, c'est là. Et aussi, tu peux remarquer que on a un niveau de bleu, un niveau de vert qui est un petit peu décollé. Si vraiment on a envie de le coller, tu n'y arriveras pas avec ça. Tu vois, ça, tu vas pas y arriver. Il y a toujours ce petit niveau, parce qu'en réalité, c'est le film look qui a défini ce seuil-là. Donc ce seuil-là, tu peux le modifier seulement après. Donc si par exemple je veux tout descendre, tu vois, là, ça marche. Je veux coller mes noirs là, comme ça. Voilà. C'est intéressant. Si tu fais un denoise, tu vas le faire en tout début. Premier node. Denoise. Ouais, attends, j'essaie de faire quelque chose de plus clair. CST, film look. Le denoise, parce que tu vois qu'on a quand même un bruit qui est très prononcé. Bon, on peut utiliser cette option qui est là, dans la version payante. Motion effect. Bam. Bam. Tu vois que c'est déjà plus sympathique. Et si tu veux rajouter du grain pour rajouter un peu de texture qui sera différent, parce que là c'est du grain, c'est du bruit, c'est coloré, c'est pas beau. Tu veux rajouter du grain, tu rajoutes un nœud en sortie. Après tout ça, c'est éventuellement l'une des choses que tu peux faire après les conversions et compagnie. Film damage, film grain. Boum. Et là tu vas voir... si je te mets dans la tête ça, opacité, un truc un peu moins opaque, texture, je désactive, je réactive, tu vois. Bon après, tu peux peaufiner, machin, tu vois. Mais ça, c'est intéressant que si tu fais une projection cinéma, une projection en tout cas en très bonne qualité, parce que si tu fais un export pour YouTube, avec du film grain, quand il va compresser, il va détecter le grain, il va penser que c'est des artefacts, ça va pas être joli. Donc, film grain, c'est vraiment pour les projections, les DCP, voilà. Donc, si ça t'intéresse de voir le résultat de ce petit court-métrage que j'ai filmé, je te mets un lien dans la description. J'espère que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, ou juste pour dire que c'était trop bien, que tu as appris des trucs. Ça me fera plaisir. Donc abonne-toi, on fait pas mal de tutos de caméra, de lumière, et maintenant d'étalonnage. Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.